présentation, avec la deuxième présentation. Élisée est avec moi. Vous avez pu le voir il y a quelque temps également, puisqu'il est venu avec plusieurs de ses collègues vous présenter le projet Hightail, dont vous avez certainement tous entendu parler. Et il va vous parler ce soir de quelque chose de complètement différent, pas toi. Il va vous parler de quelque chose de complètement différent, qui est la plateforme jklm.fun, qui est une plateforme pour pouvoir jouer à des party games en ligne qu'il a créé. Donc voilà, je lui laisse la parole. Ok, merci. Je vais faire ça debout, ça me plaît plus. Donc bonsoir à tous. Donc je m'appelle Élisée, je suis développeur de jeux vidéo. J'ai une boîte qui s'appelle Sparkling Labs et je bosse aussi, donc accessoirement, comme tu le disais, sur Hightail chez Hypixel Studio. Mais donc ce soir, je suis là pour vous parler de jouer sur le web. Alors, l'idée de jouer sur le web, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps. Quand j'avais 14 ans, j'avais un petit jeu qui s'appelait Tricyc, un jeu de gestion sur le web. Il y en avait plein à l'époque, donc c'était le début des années 2000. Vous avez peut-être joué à O-Game ou à Royaume ou ce genre de choses. Voilà, donc c'était un peu dans cette mouvance-là, les jeux PHP par navigateur. Donc voilà, ça c'était, on va dire, ma première expérience là-dedans. Ça m'avait beaucoup plu, ce côté communauté. On faisait du roleplay sur les forums. Donc l'idée là, c'était à l'époque de la ruée vers l'or aux États-Unis. Donc on jouait des prospecteurs à la recherche de filons. Ce qui est très chouette avec le fait de jouer sur le web, on rentre une adresse, il n'y a pas d'installation, on est directement dans le jeu. Alors, à la fin des années 2000 et début des années 2010, il y a eu une évolution technologique intéressante. Ça a été l'arrivée donc de Node.js et des WebSockets. Jusqu'à ce point-là, pour faire du jeu sur le web, si on voulait faire du temps réel, il y avait éventuellement Flash, mais sinon, pour faire du jeu multijoueur sur le web, c'était vraiment assez compliqué, quoi. Avec l'arrivée de Node.js et des WebSockets, on a maintenant une technologie dans le navigateur directement intégrée qui permet de mettre en connexion deux joueurs ou un joueur et un serveur très facilement. Et donc on a un programme en fait qui persiste. Donc si un joueur se connecte ou se déconnecte, c'est pas comme avec PHP où le joueur fait la requête de la page, je génère une page et je lui envoie et ensuite on est plus en communication. Donc ça ouvre des portes très intéressantes. Et alors j'ai beaucoup trifouillé, j'ai fait plein de petits projets par-ci par-là. Et un des premiers que j'ai vraiment qui commençait à donner quelque chose, s'appelait Master of the Grid. Okay. C'est pas grave. Je pense elle est bien, elle est très bien, voilà. Ok. Ouais. Donc Master of the Grid, l'idée c'était de faire une espèce de jeu télévisé, mais où les participants sont directement des gens depuis chez eux. Donc vous connaissez peut-être Au pied du mur ou Un contre 100, ce genre de jeu télévisé. Le principe, c'est que c'est des questions de culture générale où il va y avoir des dizaines de personnes qui sont connectées, alors quand c'était le jeu télévisé, qui étaient présents sur le plateau, puis ils sont éliminés les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait un grand gagnant, quoi. Donc voilà, j'avais voulu refaire ça. Alors je l'ai lancé, on a testé avec quelques personnes sur Twitter, etc. Le truc, c'est comment faire vivre ça quand on n'a pas une communauté propre. Et à l'époque, donc ça c'est septembre 2012. C'est vrai que je ne savais pas réellement où aller à partir de cette idée-là, comment faire grandir ça, comment faire vivre ça, surtout qu'il y a un problème de c'est temps réel, c'est chouette, mais du coup, c'est-à-dire que s'il y a 60 personnes qui passent, mais qu'elles se ratent toutes, elles auraient toutes pu jouer, mais seules, elles ne peuvent pas, quoi. Alors, il s'est passé un truc qui m'a pas mal marqué. En août 2013, il y a eu le lancement de Spelunky HD sur PC. Et alors... donc Spelunky HD, vous en avez peut-être tous entendu parler, c'est ce jeu, c'est un roguelike où dès qu'on meurt, on reprend au début, le principe d'un roguelike, et il s'agit d'arriver au bout de 16 niveaux, il y a énormément de pièges, plein d'explosions. Alors là, j'ai pris un gif un peu intense, c'est pas tout le temps aussi violent que ça, mais voilà, dans Spelunky, il y a ce côté, il se passe plein de choses, il y a plein de façons de mourir. C'est très viscéral. Alors, à l'époque du lancement de Spelunky HD sur PC, le développeur Derek Yu, il a eu une super idée. Il s'est dit, tiens, il y a le streaming qui commence à décoller. On est en 2013, il y a Twitch, il y a de plus en plus de monde qui regarde. Il s'est dit, une semaine avant de lancer le jeu, ce que je vais faire, c'est que
je vais rendre le jeu disponible à un petit tas de streamers qu'il connaissait ou avec qui il avait établi des contacts. Et il leur a dit, bah, voilà, vous pouvez streamer tous les jours si vous voulez pendant une semaine. Pour l'instant, personne n'a le jeu. Ils vont pouvoir découvrir le jeu avec vous. Alors c'est un jeu en plus où il y a plein de secrets, plein de choses à découvrir. Donc c'était une expérience très très chouette. J'ai eu la chance de... Alors je connaissais Spelunky, je suivais déjà un peu, et donc j'ai eu la chance de voir émerger cette chose-là. Et on était comme des milliers de personnes ensemble en train de découvrir le jeu, de le jouer en temps réel ensemble. C'était très sympathique. À côté de ça, il y avait une plateforme. Alors, je ne sais pas si j'en ai entendu parler avant, mais en tout cas, ça connecte avec ce dont je vais parler dans un instant. Il y avait une plateforme qui s'appelait SaltyBet, d'ailleurs qui existe toujours. Le screenshot date d'aujourd'hui. Saltybet.com. Le principe, c'est qu'il y a un stream au milieu avec soit des gens, soit des intelligences artificielles qui sont en train de jouer à un jeu de baston. Il y a le chat Twitch intégré d'ailleurs. Et puis sur la gauche, les gens peuvent voter, enfin parier plutôt avec du faux argent sur est-ce que c'est le personnage de gauche ou le personnage de droite qui va remporter la partie. Donc les personnages sont choisis aléatoirement, donc les gens vont voter en fonction de bah tiens, j'aime bien Vegeta ou je pense que je sais pas quoi, Fifi Barnacier va gagner et tout. Donc ils ont des personnages de toutes sortes. Et les gens votent, et il n'y a pas de vrai enjeu, c'est juste parce que ça les fait marrer quoi, de voir deux personnages d'univers différents se combattre. Et donc tout à l'heure quand j'y étais, il y avait 350 personnes sur le stream. À l'époque, il y en avait 1000 faciles. Il y a quelque chose de chercher cette expérience temps réel, d'être ensemble, de s'amuser. On vote sur quelque chose, on parie sur quelque chose qui n'est pas vraiment important. En plus, donc comme dit, 99% du temps, c'est des IA qui jouent, donc il n'y a aucun enjeu littéralement, et pourtant ça amuse. Alors moi, j'avais donc suivi Spelunky, et puis je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Il y a de très nombreuses façons de mourir dans Spelunky. Donc par exemple, on peut mourir en se faisant déchirer la tête en boucle par un Yeti. C'est une des morts possibles. Et donc ce que je me suis dit, c'est, tiens, on pourrait faire une plateforme où les spectateurs qui regardent un streamer peuvent parier sur la façon dont va mourir le streamer. Et donc voilà, donc, on a quelques choix. On a un serpent, un mammouth, une grenouille, etc. Et donc voilà, c'est un peu ce même concept, sauf qu'au lieu de parier sur lequel des deux va gagner, on parie sur de quelle façon le streamer va mourir. Il y a une option pour parier si le streamer va mourir de vieillesse, c'est-à-dire gagner. Et donc voilà, et donc ensuite le streamer, quand il a fini sa partie, il clique sur ce qu'il a effectivement tué, et puis ça redistribue l'argent imaginaire, et puis les gens sont contents. Donc ça a plutôt bien marché. En fait, j'ai lancé ça. Du coup, vu que je suivais un tas de streamers, j'ai tous contactés. J'aurais dit, ben, hey, ça vous dit, machin. Je pense que ça pourrait être fun, interactivité avec votre communauté. Ils étaient vraiment, voilà, tout un tas à être assez excités par l'idée. Et il y a eu quelques articles. Il y a notamment, ils en ont parlé dans la review annuelle de Twitch, le truc officiel, où ils ont dit que voilà, ça leur avait bien plu. Donc là, je me suis dit, tiens, ok, en fait, si je crée quelque chose et que j'arrive à peut-être le connecter à une communauté existante, j'ai plus de chances d'arriver à faire quelque chose qui décolle, quoi. Alors, peu de temps après ça, enfin, je ne sais plus exactement quand c'était peut-être l'année d'après, il y a le développeur de Crypt of the Necrodancer qui m'a contacté et qui m'a dit, ton truc, la Spelunky Death Roulette, c'est cool, mais moi aussi, on peut mourir de plein de façons dans mon jeu. Il y aurait moyen que ça puisse marcher avec ma plateforme. Et donc il m'a financé en fait pour faire une nouvelle version. Donc là j'ai transformé la Spelunky Death Roulette en une Death Roulette générique où du coup on peut jouer avec Spelunky, on peut jouer avec Crypt of the Necrodancer et il y a différentes personnes qui m'ont en fait soumis encore d'autres versions. Donc ils ont juste à me faire un dossier avec toutes les images qu'il faut et puis j'ai intégré ça. Donc voilà, là on voit un peu l'interface donc du côté streamer où il peut gérer son round. Voilà. Alors, en attendant, je continue quand même. Alors, c'est très chouette l'expérience de Paris, mais on va dire que ce que je cherchais encore, ce qui me taraudait, c'était l'idée de faire du jeu temps réel, réellement, où on joue les uns contre les autres, les uns avec les autres. Et puis donc j'ai fait plein d'essais, et puis un soir, je me suis posé pour la je sais pas combienième fois pour essayer de trouver une idée sympa pour un petit jeu multijoueur.
Et je me suis lancé donc, sur la programmation de Bomb Party. Donc du coup j'ai tweeté, je suis en live, est-ce que quelques personnes veulent venir voir? 4 heures plus tard, à 4 heures du mat, j'avais commencé un peu avant, mais j'avais déployé mon petit jeu. Et donc là c'est la définition de ce qu'on appelle un produit minimum viable, c'est-à-dire que c'est du texte. Mais voilà, donc j'avais un petit jeu qui tournait. Avec Node.js et les WebSockets, c'est vrai qu'on peut mettre en place quelque chose extrêmement rapidement, c'est très chouette. Et bon, voilà, moi je me suis dit, ok, je me suis bien amusé, ça m'a fait plaisir. J'ai refait un espèce de tic-tac-boom, mes versions sur le web. Donc le principe, c'est le suivant. Les gens s'installent autour de la table, ils ont 2 vies. Il y a une bombe au milieu qui fait tic-tic-tic. Et puis il y a une flèche qui pointe quelqu'un et elle dit, ok, toi, tape-moi un mot qui contient, par exemple, OSS. Donc dans ces 3 lettres, dans cet ordre. Et donc il réfléchit et il fait... ossature. C'est ce que j'allais dire. Ok, ouais, bien joué. Possibilité, bon voilà. Il y a des mots. Voilà. Bon, c'était un peu plus galère avec IZN. Je me souviens plus. Il devait y avoir un mot dans le dictionnaire qui contenait ça. Je l'ai supprimé par la suite. Ouais, et donc en gros, si tu trouves un mot, la flèche passe sur quelqu'un d'autre, mais le compteur de la bombe continue à descendre et tu sais pas quand elle va exploser. Donc il y a de la tension, voilà, c'est assez viscéral. Bon, comme dit encore une fois, je m'attendais pas à ce que ça donne grand chose de plus que ça. Donc ça c'est la première version. Ensuite j'ai bossé quelques mois après parce que il y avait souvent du monde dessus en fait. Donc là simplement j'avais tweeté le truc, j'en avais un peu parlé par-ci par-là, mais ça a plutôt bien pris. Donc là, on a la page d'accueil avec, donc après j'ai rajouté un système de salon. Alors vous excuserez les noms des salons, c'est pas moi qui les ai faits. Ouais. Et donc après j'ai ajouté une intégration, donc des connexions sociales. Bon, parce que je me suis dit finalement les gens s'ils peuvent se retrouver sur leur compte, ce sera chouette. Voilà, donc j'étais vraiment surpris que ce jeu-là, alors que j'en ai fait plein d'autres, des petits, etc., il y a quelque chose qui a pris. Je pense qu'il y a le côté les jeux avec les mots, quoi. Il y a un vrai public pour ça. Et donc il y a eu des grosses vidéos quand même, des centaines de milliers de vues, beaucoup de streams, quelques articles aussi. Le forum jeuxvideo.com, à l'époque, il y avait souvent des gens qui postaient en mode hey, venez, on va se faire un bon party. Il y a même eu un subreddit qui a été créé, etc. Alors c'est allé beaucoup trop loin. Il y a un gars qui a développé un add-on pour mon jeu parce qu'a priori je connais pas assez vite. Donc il a développé une extension pour Chrome et peut-être pour Firefox qui venait ajouter tout ce que j'avais pas mis, donc des stats, des notifications, des emotes Twitch parce qu'ils aimaient bien utiliser ça, de possibilité de formater le texte dans le chat, une meilleure liste de players parce que la mienne n'était pas top, et puis la possibilité de mettre des skins de Noël. Voilà. Donc vu que c'est du web, les gens peuvent s'amuser et voilà, les gens pouvaient aller installer ça et améliorer leur expérience de bomb party. Comme ça, ils ont même rajouté donc des nouveaux modes de jeu. Il y a un mode text adventure. Ouais, bon, voilà, text to speech. Donc a priori, il peut te lire les mots que les gens ont rentrés, etc. J'étais extrêmement surpris de voir l'investissement qu'il y a eu. Alors, il y a eu aussi un autre type d'investissement. Il y a des gens qui ont fait des bots. Donc là, littéralement, le bot, il le dit dans son readme, il dit le but, c'est de se faire passer pour un humain, quoi. Donc, si tu es nul à bombe party, mais que tu as quand même envie d'avoir la reconnaissance sociale et le plaisir de vaincre tes amis, tu peux installer ce script dans ton navigateur et il joue pour toi. Et puis toi, tu es dans le chat à côté, ouais, c'est facile. Et puis tu tapes dans le chat en même temps que ça tape dans la fenêtre de jeu. Voilà. Alors, sur le subreddit de bombe party... anglais. Alors, faut que je donne un tout petit peu de contexte pour ça. Donc, encore une fois, moi, alors ce que j'avais fait la nuit où j'ai fait la première version, c'est que je suis allé sur Google, j'ai tapé dictionnaire de mots, j'en ai pris 3, j'ai fait un merge dans un fichier TXT et j'ai fait OK, on a des mots, maintenant je peux tester si les mots ils sont valides ou pas quand on les tape. Mais il y a des gens qui prennent ça bien plus au sérieux que moi. Donc ils sont venus souvent me tarauder en disant hey, il manque tel mot dans le dictionnaire, tu peux nous filer la liste des mots, on aimerait les vérifier, on aimerait tout ça. Donc ils ont reconstruit le dictionnaire entièrement en écrivant un bot qui a testé toutes les possibilités. Ils ont réussi à retrouver tous les mots. À un moment donné, il y a un gars qui est venu et a dit on a trouvé 227 000 mots, c'est bien ça? Et j'ai vérifié dans la base de données, je fais ouais, vous les avez tous, bien joué.
Mais donc voilà, il voulait encore que je les mette à jour régulièrement. Moi, j'avais pas d'interface correcte pour le faire, c'était un peu chiant. Donc je laissais souvent ça traîner. Alors du coup, le gars, il en a eu marre et il a décidé de me faire un mode Skyrim à ce sujet. Okay, just as a disclaimer, I have nothing against Elysée. Voilà, donc la vidéo commence par dire qu'il a rien contre moi, c'est chouette. Alors ensuite, on se balade un peu et puis, alors si j'arrive à trouver le moment, ah voilà, Élysée de Fresnes, ça c'est moi. Don't go. God damn it. Hey, aren't you that guy who made Bomb Party? Ah, oui, oui. I am Elysée. Je parle comme ça. Mind helping me find a better dictionary, maybe? I shall not such. I think you can Google a deco somewhere in Richmond. Go there and find me a better dictionary. Donc, voilà. Donc après, il y a toute une quête. On peut effectivement aller à Richmond et aller googler un dictionnaire en butant quelqu'un et en le ramassant. Oh, okay. It's bugged. It's fucking bugged already. Okay, I have 2 of those now. That's. Donc voilà, il vient de compléter sa quête, télécharger un dictionnaire sur Google. No, I just didn't get it from him. Oh, what was that? So it. Speech increased. Ouais, Oh, et là. nice. Best dictionary in the world by searching Google like a boss. Okay. Il me respecte pas du tout. Il a carrément mis les mots dedans, quoi. Donc voilà. Bon, ça. Tu en as perdu tes présentations. Ah voilà. Oui, tout à fait. Alors voilà. Ok. Alors voilà, donc comme je disais, les gens me demandent régulièrement de mettre des mots dans le dictionnaire. Donc cet après-midi, je demandais aux gens sur le Discord de la communauté, c'est quoi les mots que vous avez le plus de fun à utiliser. Donc je vais essayer de vous les lire. Il y a hydroxypropylméthylcellulose, il y a microspectrophotométrique, antiferromagnétiquement, hexachlorocyclohexane, alcalinotéreux et bergeronnette. Voilà, donc comme je disais, pour la mise à jour du dictionnaire, c'était assez chiant. La façon dont j'ai construit le système ne me permettait pas de le faire sans relancer le jeu, donc interrompre les parties, etc. Et puis finalement, comment dire, c'est super, mais moi, j'étais pas aussi excité par le jeu que eux. Donc c'était une expérience assez étrange. J'ai même eu, alors oui, j'ai eu un bug fantastique. Comment est-ce que j'ai implémenté l'algorithme? Moi, je sélectionne un mot aléatoire dans le dictionnaire, je prends 2 ou 3 lettres dedans et c'est ça la syllabe qu'il faut remplir. Le truc, c'est qu'on n'a pas le droit de réutiliser 2 fois le même mot. Donc, si quelqu'un a déjà utilisé ce mot-là pour je sais pas quoi, pour peut-être une syllabe qui est assez rare, moi, c'est possible que je le repioche quand même. Si ça fait 1h30 qu'ils jouent et qu'ils ont utilisé tous les mots du dictionnaire pour cette syllabe-là, leur partie est littéralement bloquée. Donc c'est le genre de bug report que j'ai eu. Pour moi, mes parties à moi, elles durent 2 minutes maximum. J'ai eu des parties de plusieurs heures. Ok. Alors voilà, les gens jouent à Bomb Party dans des endroits intéressants. J'ai réussi à faire cracher la caisse l'ordinateur de la caisse en lançant Bomb Party. Donc je pense que c'était quelqu'un qui jouait au boulot. Il y en a un qui a créé un serveur Bomb Party en cours et il se rend compte qu'il y a déjà la 3/4 de la classe qui est dessus. Et puis il y en a qui peuvent plus jouer à Bomb Party. Voilà, ça j'ai trouvé ça aussi quand je préparais la présentation. Quelqu'un qui dit que simplement il a rencontré des gens cool et qui s'est fait des amis en jouant à Bomb Party. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte que on crée un jeu, on bosse, on écrit du code, mais derrière il y a des gens qui y jouent et ils vivent des expériences. Moi aussi d'ailleurs j'ai rencontré des gens chouettes. Il y a un joueur qui m'a écrit, il m'a dit, alors ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Il y a un an, j'ai rencontré ma compagne dans un salon Bomb Party et maintenant on est tous les deux dans notre salon. J'ai trouvé ça super chouette. Ce même gars d'ailleurs, donc Nils, il est allé jouer à Motus, il est passé à la télé. Il m'a dit que il avait utilisé Bomb Party pour s'entraîner plein de fois. C'était cool. Alors du coup, moi, peu de temps après avoir lancé Bomb Party, j'avais envie de retourner sur Master of the Grid, voir ce que je pouvais en faire. Ça a été un développement assez long et difficile. Je l'avais annoncé en février 2014, donc en me disant d'ici, parce que j'avais déjà bien avancé, je me disais d'ici 1 mois ou 2 sera sorti. Au final, ça m'a pris encore 2 saisons. J'ai sorti en septembre 2014.
l'idée c'était de... Donc je me suis dit, de la même façon que Derek Yu avait eu cette bonne idée d'impliquer les streamers immédiatement dès le lancement de son jeu. De toute façon, moi j'avais besoin de contenu pour mon jeu de trivia parce que écrire des centaines de questions avec des choix multiples, bon, bah, ça demande du temps, de l'énergie, de la créativité. C'est mieux d'utiliser la masse des gens pour avoir beaucoup de diversité et de choses intéressantes. Donc j'ai contacté les streamers que je regardais jouer à Spelunky. Je leur ai fait hey, je prépare un jeu, ça vous tente et donc ils en ont parlé autour d'eux. Leur communauté a soumis quelques centaines de questions. Leurs modérateurs se sont occupés donc des gens de confiance. Ils avaient déjà établi en quelque sorte. Ça aussi, c'était intéressant de réutiliser le réseau de confiance qu'ils avaient déjà construit. C'est-à-dire, les streamers, ils veulent que ce soit bien. Ils ont des modérateurs qu'ils ont sélectionnés parce que c'est des gens à qui ils peuvent faire confiance. Donc moi, j'ai pu passer par cette structure existante pour dire, vous pouvez avoir accès à l'interface de modération, valider les challenges, vérifier la validité des propositions et refuser les questions où le texte c'est juste caca, quoi. Donc voilà, Master of the Grid, la nouvelle version, en septembre 2014, j'ai lancé. Donc là, c'est Bertafi, un de mes streamers que j'apprécie beaucoup regarder, qui a fait, il a fait toute une série de 14 épisodes qu'il a mis à disposition sur YouTube. Et donc on voit qu'il y a 80 personnes, c'était plein à craquer. Et puis il avait encore des centaines de viewers qui auraient voulu jouer. Et bon, à un moment donné, il n'y a plus de place sur l'écran, quoi. Alors du coup, à l'époque, j'ai mis des chapeaux, ça se faisait beaucoup dans les jeux à l'époque. Donc l'idée, c'était si on gagne une partie, on récupère des récompenses et avec donc, de la monnaie virtuelle, quoi. Et puis on peut s'acheter des chapeaux plus ou moins cool. Il y a un store, il n'y a pas de loot box, rassure-nous. Non, c'est entièrement gratuit, c'est entièrement virtuel. Ça, c'est mon chapeau préféré. Et donc vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont suivi mon parcours, Craft Studio, les modèles, je les ai faits sous Craft Studio directement. Voilà, j'avais réimplanté de quoi les afficher donc, dans le navigateur. Et alors là, très très chouette aussi en termes de réception de la communauté. Il y a eu Gus Productions, Wankill Studio et tas d'autres gros streamers qui ont fait des millions de vues en jouant au jeu, quoi. Et ce qui est chouette, je pense, c'est que ce qui marche aussi là, c'est que c'est accessible à tous. Les questions de culture générale, soit on sait, soit on ne sait pas, mais au final, il y en a toujours une où on sait, donc on a toujours quelque chose à dire. Les streamers, ça leur donne un truc à blablater. Peut-être ils sont en train de queue pour une game de Dota ou j'en sais rien, ils lancent un truc dans le fond, ou ils font ça en pré-stream, ou voilà, ça marche plutôt bien, quoi. Je pense que j'ai fait 2 erreurs dans le design de Master of the Grid. La première, c'est que le streamer ne peut pas jouer, c'est-à-dire qu'il est là pour animer et il déclenche les questions, il peut choisir éventuellement en skippant une question, chose comme ça, mais lui-même n'a pas le droit de donner une réponse, elle n'est pas prise en compte par le jeu en tout cas. C'est un peu dommage. Il est spectateur, il est présentateur, et bon, ça c'est quelque chose que j'aimerais changer à l'occasion. L'autre erreur, peut-être, ça a été donc de construire le jeu avec une vraie dépendance du coup à quelqu'un qui doit faire avancer la partie, quoi, en fait. C'est lui qui dit ok, on a regardé les résultats de la question, maintenant on passe à la question suivante, maintenant la question est finie, etc. Ce qui fait que s'il y a des gens qui veulent juste jouer pendant qu'il n'y a personne qui stream, ils peuvent pas vraiment, il faut qu'il y en ait un qui se dévoue pour faire le travail à la main, quoi. Bon, à côté, j'ai fait quelques autres petits jeux dont je parlerai rapidement. Donc il y a Popsauce. L'idée, c'était de dire tiens, on a tous aussi un répertoire de culture qui est peut-être qui ne retrouvera pas sa place forcément dans des questionnaires de culture générale, mais on a tous vu des tas de films, lu des tas de bouquins, et il y a quelque chose d'intéressant à être le plus rapide, à dire je sais d'où ça sort. Donc par exemple, on va montrer une image d'un film, et ça sort d'où ? Taken. Yes. Voilà, donc le premier qui répond, il reçoit, je sais pas quoi, une dizaine de points. Le deuxième, il en reçoit 8, le troisième 5, et puis après, plus qu'un point, quoi. Bon, voilà, c'est fun, c'est simple, ça occupe les soirées, il y a du monde qui joue. Et c'est toi qui alimente la base de données de Popsauce ? Non, alors ce Popsauce aussi, si je me souviens bien... Attends, on va voir. Oups. Voilà, il y a un lien pour soumettre des quotes, et puis il y a une petite interface d'administration, pareil, où j'ai donné le lien à quelques personnes à qui je peux faire à peu près confiance. Guess what, c'est un peu la même idée, mais j'avais joué avec l'idée de révéler l'image progressivement. C'est-à-dire qu'au début, il y a 4 pixels, ensuite il y a quelques pixels qui se révèlent de plus en plus. Donc le premier et là, du coup, le premier qui trouve révèle l'image pour tout le monde, et on passe à la suivante. Donc là, vous reconnaissez peut-être. Non, c'est Better Call Saul.
Voilà, ouais, peut-être, moi de loin, en petit, ça se voit bien. Dans le chat, ça a dit Chewbacca quand même plusieurs fois. C'était l'image précédente. Ok. Sinon, ils sont vraiment aveugles. Ouais. Ok. Donc, alors oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur le côté. Donc là, vous voyez que tous les jeux sont intégrés en fait les uns avec les autres. Il y a un système de chat qui est commun à tous les jeux. Et donc, j'avais développé voilà ce système après avoir fait Bomb Party pour essayer d'unifier ça. Alors, il y a différents problèmes quand même avec cette plateforme. En termes d'expérience de développement, c'est assez compliqué parce que il y a beaucoup d'outils. Alors là, voilà, la petite plateforme s'appelle Nuclear Node. C'est développé en CoffeeScript à l'époque. Alors, on est en 2013, en 2012. Le JavaScript, c'est encore très bancal, très limité, etc. Donc, il y avait ce langage qui permettait de combler, on va dire, les limites de la plateforme. Pareil, au lieu de faire du HTML, je fais du JAD. Au lieu de faire du CSS, je fais du Stylus. Le truc, c'est que tout ça, ça rajoute des étapes de compilation, du temps d'itération et tout. Faut le maintenir quand il y a des mises à jour, quand il y a des changements. Et du coup, la façon dont j'avais construit le truc aussi, c'est que chaque jeu était en fait un dépôt dérivé du dépôt Nuclear Node. Donc, si je fais une modification sur la plateforme, il faut que j'aille dans mes 5 ou 6 jeux différents, que j'aille fusionner les changements, les intégrer, redéployer, etc. Globalement, voilà, il y avait plein de soucis, ce qui a fait que j'avais plus de fun en fait à faire un nouveau jeu. Bah, finalement, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais Guess What, vous avez peut-être remarqué, ça n'a pas la même gueule parce que je ne l'ai pas fait dans le système. J'ai fait... parce que voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Il y a une idée, il y a une impulsion, il faut que ce soit un plaisir de le construire pour que j'ai envie d'y tirer dessus, quoi. Et si la plateforme pèse trop, bah, finalement, ça casse l'occasion d'avoir cette impulsion créative, quoi. Voilà, bon, comme je disais, le déploiement, un processus par jeu, configuration qui est dupliquée à chaque fois. En plus, chaque jeu gère ses propres salons, donc il n'y a pas vraiment un moyen de monter en charge. C'est-à-dire que la plateforme n'a pas été designée pour pouvoir dire ok, je lance 3 instances de Bomb Party et on peut avoir, ou alors il y aurait eu 3 listes de salons séparés. Enfin, ça aurait été bancal. Voilà. Au niveau de l'intégration sociale, alors c'est très chiant à faire, enfin je trouve. Faut aller configurer des trucs sur chacune des plateformes. Régulièrement, ils décident que l'API elle est plus à jour, donc je reçois des mails. Facebook maintenant, t'as plus le droit de faire ça. Twitter, t'as plus le droit de faire ça. Google, ils veulent que tu fasses ça comme ça. Au niveau des avatars, en plus, j'ai dû mettre en place un système de proxy parce que vu que je veux les intégrer dans mon jeu de manière dynamique et que le web a des règles bien précises sur comment est-ce qu'on a le droit d'accéder aux images sur les sites externes, enfin bon, beaucoup de choses chiantes, de l'infrastructure et des trucs comme ça. Voilà. Donc du coup, j'ai un peu mis tout ça de côté. J'avais de toute façon d'autres projets. Mais j'avais toujours un peu en tête de me dire, à un moment donné, j'aimerais bien quand même faire une plateforme qui soit vraiment agile en quelque sorte, quoi, au vrai sens du mot, où je peux démarrer un projet, avoir du plaisir à le faire et arriver au déploiement sans me mettre moi-même des bâtons dans les roues à cause des fonctionnalités que j'ai construites, quoi. Donc du coup, on en arrive à jklm.fun. J'expliquerai le nom dans un instant si j'oublie pas. Donc voilà, objectif avant tout. Le premier objectif, c'était de dire, parce que j'ai essayé plusieurs fois en fait au cours des années passées, depuis 2015-2016 quand j'ai fait la plupart de ces jeux, j'ai plusieurs fois retenté de faire une plateforme. À chaque fois, j'essaie de trouver le compromis entre faut que ça soit suffisamment cool pour que ça soit intéressant pour le joueur, et en même temps, il faut que ça reste très accessible pour que moi qui fais ça sur mon temps libre, quand j'ai du temps en dehors de mon boulot, pour que j'ai du plaisir à le faire. Si je perds le plaisir, ça n'aura pas lieu. Donc au niveau du développement, je me suis assuré, cette fois-ci j'ai dit, il y a un seul dépôt. C'est-à-dire tous les jeux, finalement, c'est des jeux web, ils sont relativement légers, il y a assez peu d'assets à part le contenu lourd que les gens génèrent, mais de toute façon ça ne sera pas directement dans le dépôt. Donc j'ai mis tous les jeux, ils sont tous ensemble, finalement pourquoi pas, on s'en fout. Aucune étape de build. Maintenant, le web a beaucoup évolué, ça fait quelques années. On peut faire du HTML, CSS et JavaScript pur, sans aucune conversion, sans aucun bundling, sans rien du tout. Ce qui veut dire que littéralement, je fais une modif, je recharge mon navigateur et je suis dedans. J'ai même pas besoin d'attendre une demi-seconde ou une seconde que quelque chose est reconstruit. Donc ça, c'est très chouette. Ce que je voulais faire aussi beaucoup, c'est que ce soit jouable sur smartphone, parce que en 2013, j'avais pas de smartphone. Oui, j'étais un peu un dinosaure. Mais même, quoi, voilà, le web était pas
n'était pas extraordinaire pour ça encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout à fait viable. Donc voilà, donc là, on peut voir enfin jklm.fun. Sur la gauche, on a l'écran d'accueil avec la création d'un salon. Donc sur mobile, à droite, on peut voir donc la version développement de Bomb Party adaptée avec une interface qui fonctionne sur mobile. J'en ai profité pour faire ce qu'ont fait les amis de MicroStudio aussi, c'est-à-dire on peut directement l'ajouter sur l'home screen, donc ça va se comporter comme une application qu'on a installée, ce qui est assez chouette. Voilà, je veux jouer, j'ai 2 secondes, je suis dans le métro, je suis en cours, je suis à la caisse. Je peux juste appuyer sur le bouton et je suis déjà dans le jeu. Et donc bon, bien sûr, ça marche encore toujours sur le PC, donc ça s'adapte. Donc j'ai voulu régler le problème de la montée en charge. Comme je disais, l'infrastructure que j'avais avant était assez donc déjà complexe à gérer, mais en plus de ça, elle me donnait pas vraiment la capacité de monter, quoi. C'est-à-dire que sur Bomb Party, à peu près tous les soirs, on va dire une centaine de joueurs connectés en même temps. Quand il y a un gros streamer qui arrive avec son millier, 2 milliers de viewers ou plus, le serveur, clairement, il galère, quoi. Tout ça tourne sur une seule machine. Donc bon, je me suis renseigné, j'ai un peu appris comment on pouvait faire ça correctement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une application qui s'appelle le Central qui s'occupe de faire, on va dire, l'opérateur pour la création de parties et ensuite distribuer les parties donc à des nœuds. Et chacun de ces nœuds peuvent être sur leur propre machine si elles veulent. Ce qui est le plus important, bien sûr, c'est que tout ça, c'est protégé par Cloudflare devant, donc qui est un service commercial, mais la version gratuite en fait suffit pour ce que je fais actuellement. Toutes les requêtes en fait, je donne même pas l'IP, donc ça c'est toutes mes machines, on va dire. Actuellement, j'en ai qu'une en fait où il y a ça qui tourne, mais je peux monter en charge plus tard. Toutes les requêtes, en fait, les IP de mes serveurs ne sont même pas connus. Donc, si quelqu'un veut me faire une attaque par déni de service ou quoi que ce soit, ils ne savent même pas à qui s'adresser. Vu que Cloudflare fait en fait un proxy, et Cloudflare, ils ont des machines de fous, ils ont un réseau incroyable à travers le monde, ils sont capables de tenir les plus grosses attaques. J'ai eu des problèmes d'ailleurs de DDoS. Il y a des gens qui n'étaient pas contents que d'autres soient trop bons à Bomb Party. Alors, ils ont décidé plus personne n'a le droit de jouer. Voilà, c'était un peu relou. Donc, avec ça, du coup, tout ce qui va être statique va être entièrement, donc on va dire le texte, les images qui ne changent pas, etc., va être mis en cache par Cloudflare et servi immédiatement. Tout ce qui est dynamique, d'ailleurs je crois que j'ai un truc qui le montre, voilà. Donc j'ai simplement réglé 2 règles, quoi. Tout ce qui est statique, c'est mis en cache complètement par Cloudflare, donc c'est remis à jour que Cloudflare me fait une requête de temps en temps pour dire au cas où ça a changé, comme ça il remet à jour son cache. Mais il peut y avoir 100 000 personnes qui le demandent, ça ne me touche pas. Et tout ce qui est dynamique, par contre, c'est transmis à mon serveur, mais comme dit, avec cette couche de protection entre les deux, qui n'expose pas directement mon serveur à la communauté. Le bonus avec ça, c'est que Cloudflare fournit aussi le HTTPS. En 2013, c'était pas grave. Aujourd'hui, justement, si on fait une appli mobile web, on est obligé, et tout le monde s'attend à avoir du HTTPS partout, pour pas avoir des avertissements dégueux dans le navigateur. Alors un autre truc que j'ai fait, toujours dans cette optique de dire comment je peux faire le moins d'efforts et avoir le plus de fun en bossant, j'ai pas envie de stocker moi les avatars de milliers, centaines de milliers de joueurs. J'ai pas envie d'avoir à me préoccuper que mon disque dur un jour il se remplit, qu'il faut que je les transmette sur différents serveurs, que j'ai une infrastructure de synchronisation, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que il n'y a plus de login, on peut choisir un ordinateur. Ici, on upload une image, mais ça ne l'upload pas. Ça la recompresse en JPEG dans le navigateur et ça la stocke directement dans le navigateur de la personne sous la forme d'un truc compressé. Et à chaque connexion à un jeu, vu que je compresse de façon super dégueulasse, parce que ça va être tout petit à l'écran, il le renvoie à la connexion. Donc le serveur de jeu qui le reçoit, le nœud de jeu, il ne la garde pas en mémoire, il la transmet aux autres joueurs. Quand la partie se termine, il l'oublie. Donc ça ne prend pas d'espace sur le disque, ça coûte un tout petit peu de RAM. Et c'est voilà, la solution cheap, efficace que j'ai fini par trouver pour m'éviter d'avoir à faire des efforts, quoi. Alors j'avais aussi des souhaits en termes de communauté et d'expérience de jeu, comment fournir quelque chose de mieux que ce que j'avais jusqu'à présent. Je voulais créer une meilleure ambiance pour jouer parce qu'il y avait quand même beaucoup de toxicité. Bon, vous l'avez vu dans les noms de parties, c'est pour beaucoup des jeunes, des ados qui ont envie de s'affirmer, de s'exprimer, de se trouver. Ils vont avoir tendance à être aussi très agressifs avec les inconnus, quoi. Donc j'arrive sur un salon de Bomb Party,
si je me fais pas ban dans la demi-seconde, je vais sans doute me faire traiter de quelque chose de pas sympa. Voilà, bon, c'est un peu difficile. Donc l'objectif, comme dit, c'est de limiter la toxicité à laquelle les joueurs sont exposés, maximiser quand même l'occasion de trouver une partie, parce que ce que j'aurais pu faire, c'est ne jamais avoir de partie publique, mais si on fait ça, je tombe sur le jeu, comment est-ce que je rejoins si j'ai pas déjà des potes qui jouent? C'est difficile. Donc un peu un espèce de jeu d'équilibriste pour trouver un compromis qui marche. Alors, la première chose que j'ai ajoutée, c'est justement l'idée d'une partie privée. Je ne l'avais pas fait, comme dit, pour éviter ce problème-là, mais je me suis dit c'est un compromis. Il y a des gens qui ne souhaitent pas ou ne veulent pas s'exposer ou ne peuvent pas s'exposer à la toxicité du monde du jeu vidéo qui est quand même souvent présente. Donc, leur donner cette option de dire nous, on est un groupe de potes, on se connaît, on se respecte et on peut jouer entre nous. Voilà. Par défaut, ça reste public, mais il y a cette option-là. Ensuite, la deuxième idée, c'est de rajouter des outils de modération corrects. Donc, je parlais tout à l'heure de ma liste de joueurs où il y a des gens qui ont carrément fait une extension pour l'améliorer parce que la mienne était trop pourrie. Donc voilà, la première idée, ça va être de correctement fournir une liste de joueurs qui se met pas... qui va permettre de voir les joueurs qui sont actuellement présents, de les bannir, de les mute, etc. Ce que j'avais pas sous une forme très efficace dans la plateforme précédente. Et donc, du point de vue de simplement créer une expérience de jeu sympa, il y a aussi le fait de reconnaître que les gens ils jouent pas tellement autour d'un jeu, ils jouent autour d'une communauté. C'est-à-dire qu'actuellement, si je veux jouer à Bomb Party, je vais sur Bomb Party, je rejoins un salon. Si ensuite, avec les mêmes gens, parce qu'on est ensemble et qu'on s'amuse, on veut jouer à Master of the Grid ou à Pop Sauce, il faut tous qu'on se dise hey, les gars, maintenant, allez sur ce nouveau lien, on crée un nouveau salon sur l'autre jeu et on pourra jouer. Là, l'idée, c'est que maintenant, il y a un bouton que l'opérateur de la partie peut cliquer pour retourner en emmenant tous ses amis qui sont en train de jouer avec lui, retourner sur un écran de sélection de jeu où les gens peuvent voter. Hey les gars, vous avez envie de jouer à quoi maintenant? Donc voilà, là, il y a 3 personnes qui votent pour Bomb Party. Vu qu'il n'y a pas d'autres jeux, ils vont clairement jouer à Bomb Party parce que j'ai pas encore porté les autres. Mais à terme, ils pourront choisir. Voilà. Et donc, il y a cette idée que ce qui est à la racine du design, c'est le salon. On est ensemble. C'est comme si on était ensemble en soirée autour de poser dans des canapés ensemble. C'est pas parce qu'on change de jeu que d'un coup je joue avec d'autres amis, quoi. Ça serait bizarre. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enfin créé un Discord. Voilà, parce que j'ai simplement réalisé en fait. Si j'ai pas une plateforme correcte pour communiquer avec ces gens et eux entre eux, il y a aussi peu de chances qu'ils se développent une ambiance positive en fait, quoi. Si on est tous des inconnus et qu'on reste des inconnus ou qu'on reste des comment dire, c'est balkanisé, quoi, chacun dans son coin, il va pas y avoir quelque chose de positif qui émerge. Donc là, j'ai créé ce Discord, j'ai invité des gens de la communauté donc, qui sont bien investis et qui ont une attitude positive. Ils ont à leur tour invité leurs amis et globalement, ça se passe plutôt bien et je sens déjà qu'il y a le début de quelque chose de plus sympathique qui peut émerger, une base de joueurs. En plus, du coup, j'ai une façon de rentrer en contact. Alors j'utilisais Twitter bien sûr jusqu'à présent, mais clairement, voilà, je pense que vous l'avez tous remarqué, on va tous beaucoup plus vers du Discord, vers des communautés de discussion interne et un peu moins vers du Twitter et des choses comme ça. Voilà, enfin, au niveau de l'intégration de contenu, donc les objectifs que j'avais, c'était de trouver une solution qui soit pas chère à implémenter pour moi et qui demande peu de maintenance, pour donner un maximum de flexibilité à la communauté et ne pas être le goulet d'étranglement. Parce que voilà, s'il faut attendre que Élysée se bouge les fesses pour mettre à jour le dictionnaire de Bomb Party, on va faire un mode Skyrim. S'il faut attendre que Élysée nomme des nouveaux modérateurs pour qu'on puisse valider des nouveaux challenges Master of the Grid, ça va pas avancer non plus, quoi. Alors pareil, là j'ai essayé différentes choses. Il y a plus d'un an ou deux, quand je faisais une autre itération de cette plateforme, j'avais essayé de faire des interfaces d'édition pour chacun des jeux. Et alors, le truc, c'est qu'il faut un truc de soumission. Il faut ensuite une interface de modération. Il faut que tu puisses identifier les utilisateurs, les loguer. Du coup, tu as des comptes. Donc, si ce n'est pas des comptes sociaux, alors il faut que ils puissent reset leur mot de passe. Donc, il faut que tu puisses envoyer des mails. Donc, enfin, il faut gérer la RGPD, etc. Enfin, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je veux faire des jeux. Je veux qu'on s'amuse. Donc, du coup, j'ai fini par me dire, en fait, peut-être que si par jeu, je fais un dépôt de données sur GitHub et que je donne l'accès à quelques personnes de confiance,
Ces gens-là peuvent, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont investis dans le jeu, parce que leur quotidien, c'est de dire je vais jouer à Bomb Party 1 heure par jour et j'ai du fun à discuter de quel mot devrait être inclus dans le dictionnaire. Est-ce qu'on devrait faire un dictionnaire spécial pour les noms propres? Est-ce qu'on devrait intégrer le dictionnaire Aztèque? Oui, ils l'ont fait. Voilà, comme dit, c'est pas que ça m'intéresse pas, je trouve ça très drôle, mais voilà, moi je ferai pas ça, quoi. Donc là, j'ai donné l'accès à mon point de contact avec la communauté, en fait, et donc lui s'occupe d'avoir toutes ces discussions, de décider, il compile le truc, et puis ensuite il commit directement dans Git, et puis moi, une fois par jour, j'ai le jeu qui se relance, il pull automatiquement depuis le dépôt, il récupère directement la dernière version du contenu, il valide que il n'y a rien qui a foiré, sinon il revient à la version précédente. Et si tout s'est bien passé, le jeu est totalement à jour, une fois par jour. Et c'est plutôt chouette. Et du coup, en plus, lui, de son côté, il se développe des scripts et des outils pour valider, pour vérifier des choses. Et si ça se trouve, il y en aura un dans le tas qui va dire « moi, je vais faire un site public de soumission de contenu et tout ». Mais ça sera pas tout sous ma responsabilité, en fait. Donc, ça permet, en fait, de donner du pouvoir à la communauté, et de me décharger en même temps. Ça me semble être un plutôt bon compromis, quoi. Ok, alors quelques idées futures pour ce que j'aimerais faire. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Donc, comme dit, j'appelle ça des party games parce qu'il n'y a pas de mot en français. Le seul mot en français, c'est jeu de soirée, mais les gens, ils jouent pas forcément ensemble. Mais je pense que ça serait très chouette aussi, maintenant qu'on a tous un téléphone portable et qu'on se retrouve peut-être en soirée pour jouer à des jeux de société ou des choses comme ça, d'avoir cette expérience, mais augmenté par le fait qu'il y a un ordinateur qui est capable de gérer les règles pour nous, etc. Donc vous avez peut-être vu des jeux comme ça. Il y a maintenant Use Your Words ou comment ça s'appelle, Jack quelque chose là, Jack's Block Party, etc. Ouais. Où il y a cette idée qu'il y a un écran partagé en fait, où il va y avoir un challenge qui est affiché ou quelque chose, et chacun joue sur son smartphone. Donc en fait, j'aimerais certainement intégrer ça d'une façon ou d'une autre. Dans Bomb Party, ça a moyen du sens. À la limite, on peut avoir un écran juste qui réaffiche l'état du jeu actuel pour qu'on ne soit pas tous sur notre smartphone et on puisse être plus social. Pour un truc comme Master of the Grid ou bien d'autres jeux, donc par exemple des jeux créatifs, des jeux d'impro, si on fait un Pictionary et que je dessine sur mon téléphone, c'est super chouette si c'est affiché en plus sur la télé et que les gens peuvent regarder et se moquer. Donc ce serait un peu l'idée d'aller aussi dans cette direction, de dire tiens, c'est non seulement une plateforme que je peux jouer avec des inconnus sur Internet ou des amis que j'ai sur Internet, mais finalement peut-être aussi avec mes potes dans la vie réelle, quand on se retrouve et qu'à un moment donné, peut-être on attend le repas, on fait l'apéro, on se lance une petite partie sur jklm.fm de quelque chose qui nous plaît, quoi. Alors j'ai pas expliqué d'ailleurs le nom de la plateforme, c'est 4 lettres qui suivent sur le clavier et c'est rapide à taper, c'est bien si on est sur un téléphone. Voilà, c'est purement l'idée. Voilà. Et donc, dernière chose, j'aimerais m'assurer que donc, le contenu puisse être catégorisé. Ça, c'est un problème que j'ai eu avec Master of the Grid. Énormément de gens m'ont contacté pour dire super ton jeu. Moi, j'ai une communauté, on se réunit autour des crayons à papier et on aimerait faire des quiz spéciales sur les crayons à papier. Est-ce qu'on peut faire notre propre contenu? Ah non, il y a une base de données globale et ça pioche au hasard dedans. Donc fournir simplement la possibilité de dire tiens, déjà on catégorise les questions et puis comme ça je peux les filtrer, celles qui ne me plaisent pas, ou alors je peux juste mettre mon pack de contenu à moi et jouer avec ma communauté. Ça serait une idée sympa, quoi. Au niveau de Popso, j'ai eu l'autre problème, c'est qu'il y a une communauté, on va dire, peut-être mainstream de gens qui ont regardé des films comme Taken, etc., et qui kiffent ça. Puis il y a une subculture de gens qui adorent le manga et qui sont en train d'envahir et de grignoter le jeu et qui rendent le jeu injouable pour toute une partie des joueurs parce que dès qu'il y a une question sur du manga qui sort, ils font moi je peux pas jouer, quoi. Voilà. Donc pareil, reconnaître qu'il y a des sous-communautés et essayer de les servir correctement. C'est quelque chose que j'aimerais faire pour la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Élisée? Oui. J'ai une petite question, c'est sur un détail, mais j'étais curieux de savoir, vu que c'est cross-platform, Bombs Party sur JKLM.
Alors du coup, en fait, l'idée c'est que là, il y a le bon parti actuel qui existe encore, et la nouvelle version sur jklm.fun, c'est une nouvelle version. À terme, l'idée, ce serait de... Non, c'était Ouais. entre le PC et le mobile. Oui, tout à en fait. Ouais, D'accord. ouais. Et t'as des joueurs qui ont gueulé parce qu'ils se sentaient peut-être inférieurs à, par exemple, aux gens qui ont un clavier qui tape beaucoup plus vite que sur un smartphone. Ouais, alors je pense que ça va être une problématique qui va clairement émerger. Honnêtement, je pense que Bon Party, c'est pas le jeu le plus adapté au mobile dans le tas. Tu vois. Master of the Grid, ça a vachement de sens. Tu réponds à une question, il n'y a pas d'histoire de vitesse. Je pense que Bon Party, c'est un jeu qui est fondamentalement lié à ta vitesse de frappe. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra marquer les parties, ou peut-être les gens dans le nom de leur partie mettront c'est pour les gens sur smartphone ou c'est pour les gens sur PC. Je pense que là, encore une fois, vu que c'est une communauté ouverte et qu'on ne sait pas qui joue, ça ne pourra pas se faire basé sur la confiance, donc il faudra que ça se fasse en partie privée, quoi. Je vois pas d'autre solution, vraiment. Merci. J'ai aussi une question par curiosité. Donc, tu disais que tu t'apportais un jeu sur la nouvelle plateforme à partir du logiciel existant. Combien de temps ça te prend pour porter un jeu comme ça, de changer d'architecture? Disons que l'essentiel du temps de développement, là, ça a été la plateforme. En fait, tu peux voir ça de différentes manières. C'est-à-dire que littéralement, la nouvelle version de jklm.fun telle qu'elle existe actuellement, j'y ai bossé. Genre, j'ai posé la première ligne de code et une semaine et demie après, le truc était en ligne, on pouvait déjà jouer. Le truc, c'est que ça devait être la 5e itération que j'ai fait au cours de 3 ans, tu vois. Donc c'est pas tellement la quantité de code à écrire, c'est plus trouver l'architecture qui fonctionne, qui est la bonne réponse au problème, quoi. Et souvent ce que je me retrouve à faire, c'est ok, je construis l'architecture, je finis par me réaliser que j'avais pas correctement modélisé dans ma tête le problème que j'essaie de résoudre, et en fait je pourrais essayer de pousser et de corriger, de transformer, mais encore une fois, vu que c'est dans un contexte hobby et tout, si je bloque trop, je vais plutôt laisser le truc un peu décanté dans ma tête, et puis au moment donné où je me relance, je réécris depuis zéro, parce que je peux faire des meilleurs choix plutôt que d'essayer de dépatouiller quelque chose que j'ai déjà en route, quoi. Voilà. Et donc on va dire Bon Party en lui-même, la logique de jeu, elle est relativement simple, quoi. Je veux dire, voilà, il y a un pré-round, on attend que les gens aient rejoint. Quand il y a suffisamment de joueurs, on permet de lancer la partie. Ensuite, il y a un timer choisi aléatoirement avec des contraintes et des petits trucs. Et puis quand il n'y a plus qu'un joueur, on redémarre. Enfin, je pense que la logique de jeu, le cœur du truc, c'est comme dit, la première version, je l'ai faite en une nuit. C'est pas pour rien. Mais après, il y a tout le polish, quoi. Et ce que j'aimerais aussi pousser un peu peut-être derrière, quoi, c'est avoir des effets sympas et des choses comme ça. Donc, très bien, merci. Et deuxième question, tu as parlé de l'évolution un peu des outils, notamment JavaScript. Est-ce que le passage de ton ancienne structure à la nouvelle plateforme jklm.fun, à part l'architecture, est-ce qu'il y a eu des vrais remplacements d'outils en termes de code? Est-ce que ça faisait une grosse différence? Ouais. Principalement, il y a eu une simplification, quoi. C'est-à-dire que je suis passé du fait que dans mon processus de build, si j'essaie de lister ce qu'il y avait, j'avais, avec l'ancienne version, j'avais Gulp qui lançait Browserify, qui lançait Jade, qui lançait Stylus, qui lançait CoffeeScript. Il y avait sans doute Watchify là-dedans pour surveiller les fichiers en live. Il y avait un truc static asset pour régénérer, bref, des trucs qu'il fallait. Il y avait un système de session, il y avait Redis, il y avait tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir la connexion de quelqu'un, parce que tu dois t'assurer qu'ils sont vraiment la personne qui prétendent, etc. Là, mon process de build, il n'y a rien. Genre, il y a du HTML, du CSS, du JS. Il faut que je lance un module Node.js pour le serveur, quoi. Enfin, il y en a 2, du coup, il y a le central et le nœud. Et bon, oui, alors il reste du Socket.io pour le WebSocket, pour la connexion temps réel. Mais j'ai pas besoin de le lancer ou quoi, c'est juste une librairie que j'utilise qui est là, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment juste une simplification à l'extrême. Et ouais, en tout cas, je dirais que par rapport à ma personnalité et la façon dont j'aime bosser, c'est peut-être le plus important, au-delà. C'est peut-être pour ça que je focus là-dessus, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui diraient je veux faire le projet coûte que coûte, et si je dois me faire souffrir de toutes les façons, je le ferai, quoi. Mais c'est pas le contexte là. Ouais.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je voulais savoir, tu prévois de faire combien de jeux sur cette plateforme? Je sais pas, chaque fois que ça, il y a une idée qui vient, un truc, tu vois. C'est ça l'idée, ouais. Donc, je sais pas, on peut imaginer qu'il y en aurait des dizaines, quoi, peut-être. Je sais pas. Tant que ça devient, en fait, tu vas Ouais. développer dessus. L'idée, c'est d'avoir ce bac à sable où je peux faire du jeu multijoueur avec le minimum de friction et puis voir ce qui prend, quoi. J'en ai fait un tas. J'avais fait des petits shooters, des tas de petites choses autour. Chaque fois, la problématique, c'était que soit je le faisais hors de la plateforme et dans ce cas-là, j'arrivais pas à nourrir le jeu en joueur, soit je le faisais dans la plateforme et dans ce cas-là, le temps que j'ai tout setup, je n'avais plus envie, quoi. Ok. Est-ce qu'on a encore une question? Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Élisée, en tout cas, Merci. pour ta présentation.